Bienvenue dans l'émission L'Histoire bascule. Nous sommes en 49 avant Jésus-Christ, dans une plaine du nord de l'Italie. Une légion romaine s'est installée près d'une rivière, le Rubicon. Pour combattre les rigueurs de l'hiver, les soldats ont allumé des feux près des tentes, et des éclats de voix parcourent le camp. Plus loin, un homme en armure observe l'autre rive. Jules César, l'un des généraux les plus renommés de la République, va prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie et de l'histoire de Rome. Pour comprendre ce choix, il faut revenir au contexte politique et militaire de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le Sénat, fort de 300 sénateurs désignés à vie, se trouve au cœur des institutions romaines à cause de son prestige et du large éventail de ses pouvoirs diplomatiques, financiers, législatifs et administratifs. Le pouvoir exécutif est détenu par des magistrats, dont les plus éminents sont les 2 consuls. Les consuls sont élus par le peuple romain, la plèbe, pour 1 an renouvelable. Ils commandent les armées et exercent l'imperium, pouvoir civil et militaire suprême sous le contrôle du Sénat dans toute la péninsule italienne. À cette époque, la frontière entre l'Italie gouvernée par les consuls et le reste de la République divisée en provinces gouvernées par des proconsuls est fixée au Rubicon. C'est un petit fleuve qui se jette dans l'Adriatique à environ 300 km au nord de Rome. Les proconsuls sont des magistrats qui exercent pendant 1 an les fonctions de consul dans une province. Alors, 2 tendances politiques s'opposent au Sénat. Les optimates se posent en défenseurs de la tradition romaine et s'appuient sur l'aristocratie. Les populares défendent les intérêts économiques et politiques de la plèbe, dont les représentants s'appellent tribuns. Le début de siècle est marqué par les guerres civiles. Dans les années 80 avant Jésus-Christ, 2 généraux, Marius et Sylla, conquièrent le pouvoir tour à tour, en s'appuyant sur les mouvances politiques du Sénat. Rappelons que l'une des lois les plus anciennes et les plus sacrées de Rome interdit de rentrer en armes dans la ville, sauf autorisation du Sénat. Or, en 88, les légions de Sylla prennent Rome par la force, fait inouï et sacrilège qui marque profondément la mémoire collective romaine. Jules César est adolescent pendant ces guerres civiles. Il commence sa carrière publique, le cursus honorum, à l'âge de 16 ans. Ses liens familiaux le placent dans le camp des populares, ce qui l'incite à chercher le soutien du peuple. En 60 avant Jésus-Christ, César choisit de nouer une alliance avec les 2 généraux les plus prestigieux et les plus puissants du moment, Crassus et Pompée. César scelle avec eux un accord secret de non-agression connu sous le nom de triumvirat. Pompée, Crassus et César savent que le prochain maître de Rome pourrait être l'un d'entre eux, mais pour l'instant, ils se soutiennent. Grâce à cet accord, César est élu consul pour 1 an en 59 avant Jésus-Christ. L'année suivante, il obtient par plébiscite, c'est-à-dire un vote populaire, une loi inhabituelle qui lui donne autorité sur 2 provinces pour 5 ans. L'une de ces provinces est la Gaule cisalpine, qui correspond à la plaine du fleuve Pô dans l'Italie du Nord actuelle. Le Sénat lui donne également autorité sur la Gaule transalpine, c'est-à-dire la Provence et la Narbonnaise. César est donc proconsul de 3 provinces et dispose de 4 légions de 6000 soldats chacune. Sans perdre de temps, César prend prétexte de la migration des Helvètes de la Suisse vers la Gaule, qui menace les intérêts de Rome, pour envahir petit à petit le reste de la Gaule. En 55 avant Jésus-Christ, César, Crassus et Pompée forcent le Sénat à renouveler leurs mandats respectifs de proconsul pour 5 ans. César sait qu'il lui reste 5 ans pour achever la conquête des Gaules, et que le moment fatal où il devra retourner à Rome et affronter ses opposants n'est que repoussé.
Or, deux événements rompent l'équilibre fragile qui unissait les trois généraux et assurait la stabilité politique de Rome. En 53, Crassus, qui est parti chercher la gloire en combattant les Parthes en Orient, périt au combat. Par ailleurs, la mort de Julia, fille de César et femme de Pompée, rompt tout lien familial entre eux. Cependant, Rome est gagnée par le désordre, et le Sénat soutient Pompée en le nommant consul unique afin qu'il rétablisse l'ordre. En 50 avant Jésus-Christ, César soumet enfin les dernières tribus gauloises. 10 ans de campagne militaire lui ont conféré un pouvoir colossal. Le butin de guerre assure sa puissance financière, la fidélité personnelle de ses légionnaires sa puissance militaire, et la faveur du peuple de Rome sa puissance politique. Or, c'est au même moment que son commandement en Gaule expire. Il doit renvoyer son armée et retourner à Rome. Afin d'éviter de se retrouver sans magistrature, donc vulnérable, César voudrait accéder au consulat dans la continuité. Le Sénat l'autorise à postuler, mais Pompée promulgue une loi qui annule cette autorisation. César et son armée se rapprochent de Rome en rejoignant la Gaule cisalpine. En décembre 50, Pompée est prêt à transiger afin de sauvegarder la paix. César abandonnerait le commandement de la Gaule transalpine et conserverait 2 légions jusqu'à ce qu'il soit élu consul. Mais les 2 consuls élus pour l'année suivante sont défavorables à César et refusent de négocier avec lui. Le 4 janvier 49, le Sénat lance contre César un ordre solennel, nommé Senatus Consult Ultime, qui l'oblige à licencier son armée et rentrer à Rome sous peine de devenir hors la loi. César marche avec son armée jusqu'à l'extrême limite entre la Gaule, sous son autorité, et l'Italie, administrée par les magistrats romains. Le 7 janvier, ses légions campent au bord du petit fleuve qui marque la frontière, le Rubicon. Si l'enjeu immédiat est la suprématie de César ou de Pompée, c'est aussi le destin de la République, et plus encore de Rome, qui se joue. La mort de Crassus a précipité l'affrontement des 2 survivants du triumvirat. Selon le poète Lucain, César ne veut rien qui le domine, Pompée ne veut rien qui l'égale. César peut obéir à l'ordre du Sénat, renvoyer son armée et revenir seul à Rome. Il s'affaiblirait en se coupant de sa puissance militaire, mais il resterait du côté de la légalité. Il contredirait ainsi ses détracteurs qui l'accusent de conspirer contre la République. Il lui reste assez de prestige politique et de richesse pour affronter loyalement ses opposants à Rome. S'il veut prendre le pouvoir, il peut attendre qu'une occasion se présente par des moyens légaux. Toutefois, il est très rare de détenir au même moment un tel pouvoir militaire, financier et politique. César sait qu'il a les moyens de prendre le pouvoir par la force, et une telle opportunité risque de ne plus jamais advenir. Cependant, Pompée est un excellent général, et une défaite face à lui ne peut être exclue. Par ailleurs, César aurait beaucoup à perdre à outrepasser l'ordre du Sénat. Franchir le Rubicon, ce serait violer la loi romaine la plus sacrée, défier le Sénat si prestigieux, et provoquer sciemment une guerre civile. César a bien cherché une 3e voie, celle de la désescalade, en s'accordant avec Pompée pour que chacun ne garde qu'1 ou 2 légions. Mais le Senatus Consult Ultime lancé contre lui le 4 janvier change la donne. César peut-il le contourner sans s'attirer la colère du Sénat ? 1 semaine a passé. Le temps presse. Il faut trancher. Laissons la parole à Suétone.
Il est encore temps de retourner sur nos pas, dit-il à ceux qui l'entouraient. Une fois ce petit pont franchi, ce sont les armes qui décideront de tout. Il hésitait. Un prodige le détermina. Un homme d'une taille et d'une beauté remarquables apparut tout à coup, assis à peu de distance et jouant du chalumeau. Des bergers et de très nombreux soldats des postes voisins, parmi lesquels il y avait des trompettes, accoururent pour l'entendre. Il saisit l'instrument d'un de ces derniers, s'élança vers le fleuve, et tirant d'énergiques accents de cette trompette guerrière, il se dirigea vers l'autre rive. « Allons !» dit alors César. « Allons où nous appellent les signes des dieux et l'injustice de nos ennemis. Alea iacta est, le sort en est jeté. » César gagne Rome sans coup férir. En 9 semaines, il soumet l'Italie entière et en chasse Pompée avant de le battre militairement à Pharsale, en Grèce. Pompée fuit en Égypte, dont le pharaon le fait assassiner. César a réussi à devenir le maître de Rome sans commettre les atrocités des guerres civiles précédentes. Il est élu dictateur à vie par le peuple romain et célèbre de nombreux triomphes à travers Rome, lors desquels il porte la couronne de laurier des généraux victorieux. Pour l'anecdote, César obtient du Sénat le droit de porter cette couronne en permanence afin de cacher sa calvitie. N'est-ce pas là le comble de la gloire ? Le choix de franchir le Rubicon semble avoir été gagnant. Mais 5 ans plus tard, le 14 mars 44 avant Jésus-Christ, victime de la conspiration de Marcus Brutus, César périt assassiné. Rome connaît à nouveau l'instabilité politique et la guerre civile. Néanmoins, la prise de pouvoir par la force de César a ouvert la voie à la transformation de la République en empire à partir de 27 avant Jésus-Christ par Octave Auguste, qui n'est autre que le fils adoptif de Jules César. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous franchi le Rubicon ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule.